Bienvenue à l'événement du projet de loi C-208. Je m'appelle Audrey Morin et je suis conseillère en transfert d'entreprise pour Financement Agricole Canada. Et aujourd'hui, je vous parle de mon bureau à Woodstock, en Ontario. Je me situe sur les terres traditionnelles non cédées des Haudenosaunee, Lenape, Anishinabek. Ces territoires ont longtemps servi un lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Je suis votre animatrice de cet événement aujourd'hui et avant de commencer, j'ai quelques petites questions d'ordre. Premièrement, vos micros sont tous mutés et vos caméras sont éteintes. Si vous avez des questions, je vous encourage à aller au bas de votre écran à gauche et vous allez avoir posé une question. Alors, cliquez là-dessus, vous allez pouvoir poser votre question. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter M. François Bourgeois. François, associé au bureau de BDO en Embrun. Il est le chef national du sous-groupe de la production animale au sein de l'équipe nationale des services au secteur de l'agriculture. Il a plus de 20 ans d'expérience à titre de comptable. Alors, bienvenue François. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler du projet de loi C-208. Alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui virtuellement pour discuter d'un sujet qui est extrêmement important à vos cœurs puis à votre tête également, soit le transfert de votre entreprise agricole à la prochaine génération. C'est très, très important. Je voudrais remercier aussi Audrey puis David et toute son équipe de FAC pour m'offrir l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, à maintes et maintes reprises, mes clients m'appellent, me posent principalement 4 questions super importantes. 1, comment je peux transférer mon entreprise à la prochaine génération? 2, combien d'impôts ça va me coûter? 3, comment la ferme peut me supporter mes besoins à ma retraite sans trop de conséquences fiscales? Et 4, comment être égal avec la prochaine génération qui va être hors ferme? Je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui parce que possiblement ma présentation durerait 24 heures, mais on va essayer de répondre principalement aujourd'hui aux conséquences fiscales d'un transfert d'entreprise agricole, tout en expliquant un nouveau projet de loi qui nous facilite cette transition. Cette transition-là. Donc, aujourd'hui, on parlera du projet de loi C-208 qui facilite l'utilisation de l'exemption pour gain en capital lors d'un transfert agricole à la prochaine génération, aux enfants, pour les actions d'une entreprise agricole. Je me présente, je suis François Bourgeois, CPA. Je suis associé du bureau de comptable BDO Canada. Je pratique la comptabilité et la planification fiscale de mon bureau d'Embrun en Ontario. Puis, au fil des temps, j'ai développé une expertise agricole. 80% de mes clients, environ 80% de mes clients sont des clients dans le secteur agricole, soit la grande culture, la volaille et la production laitière. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça vous présenter une citation qui, je crois, est de mise dans notre cas. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons de nos enfants. La majorité de mes clients, leur but ultime, c'est que la terre soit cultivée d'enfant à enfant ou de génération en génération. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. C'est important d'avoir une bonne communication avec votre famille pour qu'on puisse utiliser justement que la terre soit cultivée de génération en génération. Donc, ce fameux projet de loi C-208. Là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet de loi C-208, c'est celui qui a été adopté au niveau fédéral. Donc, je ne parlerai pas au niveau provincial, je vais dire un petit peu des particularités un petit peu plus tard, mais là, c'est vraiment au niveau fédéral. Il y a eu des discussions au fil des temps, au fil des années, avec le gouvernement, des discussions entre les comptables, entre les experts, puis avec le gouvernement par rapport à ce projet de loi-là, par rapport à l'exemption pour gain en capital. Vous avez probablement entendu parler ou la fameuse histoire, la fameuse cotation comme quoi que c'est beaucoup plus facile de vendre à un étranger que de vendre à son enfant. On l'a entendu parler, le gouvernement a justement accepté, pas accepté cette position-là, mais l'a reconnu, puis nous a dit à plusieurs reprises qu'il était pour regarder la loi, puis peut-être la modifier à ce moment-là. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Enfin, voici les dates importantes. Donc, le 29 juin 2021, le projet de loi a reçu la sanction royale. Le lendemain, là, on a reçu une petite surprise. Le lendemain, le 30 juin 2021, il y a eu un communiqué de presse comme quoi qu'il était pour avoir un report du projet, un report de l'adoption ou de la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Un mois plus tard, 19 jours plus tard environ, il y a eu une confirmation qu'on pouvait maintenant
utiliser le projet de loi parce que justement, il avait reçu la sanction royale le 29 juin. Donc, on peut l'utiliser. Il va y avoir des modifications législatives qui vont être faites. Ça l'a été dit. On ne sait pas quand. On s'attend que ce soit dans le prochain budget pour justement éliminer certaines failles avec le projet de loi qui permet à certains individus de prendre avantage sans faire un transfert réel des opérations aux enfants. Donc, on s'attend qu'il va y avoir certaines modifications législatives. Ces modifications-là, on ne les connaît pas spécifiquement, mais ça a été annoncé comme quoi qu'il était pour en avoir. Donc, les faits importants. Les problématiques puis les faits importants par rapport à ce projet de loi-là. Donc, ce projet de loi-là vise l'utilisation de l'exemption, vise à faciliter l'utilisation de l'exemption pour gain capital sur la vente d'actions d'une entreprise à la prochaine génération, aux enfants. L'exemption pour gain capital au niveau individu. Cette exemption pour gain capital-là est de 892 218 en 2021. C'est un chiffre, ce n'est pas un chiffre rond, mais c'est un chiffre qui change à chaque année pour tenir compte de l'inflation. Au niveau agricole, cette limite-là est de 1 million de dollars. Fait que quelqu'un qui a des actions d'une entreprise agricole ou un bien agricole peut utiliser l'exemption jusqu'à la concurrence de 1 million. Ce n'est pas, pour quelqu'un qui est agriculteur, ce n'est pas 1,8 million que vous avez au total. C'est un ou l'autre que vous pouvez utiliser. Bon, mais là, qu'est-ce qui qualifie pour, justement, au niveau agricole, pour utiliser cette exemption pour gain en capital-là? Les actions admissibles de petites entreprises qualifient. Les actions admissibles de petites entreprises, en gros, c'est que 90 de vos actifs à l'intérieur de cette entreprise-là doivent être utilisés activement. Là, on parle de valeur marchande de vos actifs. Des placements, ce n'est pas un actif utilisé activement, c'est on en appelle ça un passif ou une utilisation passive d'un actif. Les autres biens, il y a des biens agricoles aussi que vous pouvez utiliser. Fait que si vous avez des biens agricoles à votre nom personnel, ceux-ci qualifient pour l'exemption pour gain capital. Donc, on parle de terrain, de bâtiments, de quotas. Les terrains, attention, je vais en parler un petit peu plus loin. Les règles sont spécifiques pour si le terrain est acheté avant le 17 juin 1987 ou après le 18 juin 1987. Les actions d'une entreprise agricole qualifient comme étant un bien agricole que vous détenez. Il y a aussi les parts d'une société de personnes agricoles qu'on peut utiliser l'exemption pour gain capital. L'exemption pour gain capital de 1 million, si on l'utilise avec les lois fiscales ou les taux fiscaux qu'on connaît en ce moment, peut représenter approximativement une économie d'impôt de 250 000. Donc, si on a papa, maman qui détiennent la terre ou qui détiennent des actions d'une entreprise agricole, on parle de 250 000 d'économie d'impôt par individu. Donc, le million d'exemption pour gain capital, ce n'est pas par entreprise, c'est par individu. Qu'est-ce qu'une entreprise agricole maintenant? Donc, on a regardé, oui, si on a des actions d'une ferme, on s'appelle François Bourgeois, ferme incorporée, comment que mes actions peuvent qualifier? Donc, il faut que 90 ou plus de mes actifs soient utilisés dans le domaine agricole, puis que pour un actif soit considéré un actif agricole, il faut que 50 du temps, on ne parle pas de valeur marchande, 50 du temps de cet actif agricole-là doit être utilisé dans le domaine agricole. Je vais vous donner quelques exemples. Beaucoup de clients dans la grande culture ont des élévateurs. Si les élévateurs est dans ton entreprise agricole incorporée et que l'élévateur est utilisé à plus que 50 pour du grain que vous avez acheté de d'autres producteurs, votre élévateur ne qualifie pas comme un actif agricole. Les biodigesteurs ne sont pas également des actifs agricoles. Les panneaux solaires ne sont pas également des actifs agricoles. Donc, faire attention à ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez 10 millions de valeurs d'actifs dans l'intérieur de votre entreprise, vous avez le droit à avoir 1 million d'actifs non agricoles à l'intérieur de cette même entreprise incorporée. Donc, attention avec les valeurs de biodigesteurs, avec les valeurs de panneaux solaires et avec peut-être les élévateurs à grains. Si vous utilisez votre élévateur pour des grains qui ne vous appartiennent pas ou que vous avez achetés de d'autres producteurs. Terrain agricole. Donc, si vous détenez des terres agricoles à l'extérieur de la corporation, il y a deux différences à ce moment-là à noter. Si vous avez acheté le terrain avant le 18 juin 1987 ou après le 18 juin 1987. Donc, pour qu'une terre qualifie comme un terrain agricole si cette terre-là a été achetée avant le 18 juin 1987, il faut que vous exploitez cette terre-là 50 ans dans le domaine agricole.
Si vous l'avez acheté après le 18 juin 87, c'est seulement 2 ans, mais il faut que ça soit votre principale source de revenus. Je vais vous donner un exemple. J'appartiens moi-même à un 25 acres de terrain que je fais un peu de foin dessus. Cette terre-là a été achetée par moi-même après 87. Puis, ma job principale ou mon revenu principal vient de BDO. Donc, je ne qualifie pas pour l'exemption pour gain capital parce que ma source principale de revenus n'est pas l'agriculture et BDO. Donc, ils ont rajouté ça depuis 1987. Également, la location de terrain n'est pas une activité agricole. Si vous détenez du terrain et que vous louez ce terrain-là à un agriculteur qui est non lié à vous, votre terrain pourrait ne pas qualifier. Okay? Des fois, on entend des partages de revenus. Donc, quelqu'un essaie de qualifier justement en disant que je vais faire un partage de revenus de ma terre agricole avec quelqu'un d'autre. En gros, que oui, ça pourrait vous permettre de qualifier, mais en gros, il faut démontrer à Revenu Canada que vous avez le risque relié à la récolte. Si vous recevez un revenu fixe année après année, ce n'est pas une activité agricole. Il faut vraiment démontrer que le risque est à vous, vous appartient. Si votre terre qualifie comme étant une terre agricole, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser l'exemption pour gain capital de 1 million. Donc, voyons maintenant quelques exemples en pratique qu'on voit. Si on a une ferme incorporée, une valeur de 2 millions, puis là, on vend à un non-lié. Donc, je ne vends pas à mes enfants, je vends à mon voisin à ce moment-là. Puis, admettons que tout est dans ma corporation. Fait que j'ai papa et maman qui détiennent une corporation. Tous mes actifs agricoles sont à l'intérieur de la corporation. Le seul moyen d'utiliser mon exemption pour gain capital à ce moment-là est de vendre mes actions. Donc, si papa et maman détiennent des actions de l'entreprise ayant une valeur de 2 millions, je vais utiliser mon exemption pour justement ne pas payer d'impôt au bout de la ligne. Donc, je vais vendre mes actions à un individu, à un étranger. Cet individu-là, lui, va emprunter l'argent à une banque, à FAC, puis va faire ses paiements à FAC. Dans ce cas-là ici, la vente d'actions à un individu et à un étranger vous permet d'utiliser votre exemption pour gain capital. Pour l'étranger, par exemple, puisque sa dette est à son nom personnel, il va devoir se prendre un plus gros salaire de la ferme, payer de l'impôt sur ce salaire-là pour être capable de repayer son emprunt. Fait que le paiement de capital sur l'emprunt va techniquement être taxable pour l'individu. Fait que c'est un avantage pour vous. Vous avez utilisé pour l'exemption pour gain capital, mais pour celui qui a acheté, c'est un désavantage parce que la dette se retrouve à son nom personnel, donc les paiements de capital vont être taxables avec un plus gros salaire qui va se prendre à l'intérieur de l'entreprise. Donc, dans ces scénarios-là, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand c'est avec une personne non liée? On va créer une compagnie de gestion. Donc, l'individu, l'étranger, achète ou crée une compagnie de gestion, souscrit pour 100 $ en actions dans cette compagnie de gestion-là. La compagnie de gestion emprunte 2 millions de dollars et achète les actions des parents. Ces actions-là qui sont là, à ce moment-là, la dette se retrouve dans la compagnie de gestion. Une fois que cette transaction-là est faite, on fusionne la compagnie de gestion avec la ferme. Ça nous permet, pour l'individu qui achète, d'avoir la dette à l'intérieur de la corporation. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un plus gros salaire pour être capable de repayer ma dette à FAC. Pour les parents qui ont vendu, eux autres peuvent utiliser leur exemption pour gain capital et ne pas payer d'impôt sur le million de dollars qu'ils ont le droit chacun. Attention, le 1 million de dollars chacun pour votre rapport d'impôt personnel, si vous vendez, il va quand même avoir possiblement de l'impôt minimum à payer. Je n'entrerai pas en détail pour expliquer l'impôt minimum. C'est un impôt, en gros, qu'on peut récupérer dans un délai de 7 ans, mais ça pourrait représenter, sur 1 million de dollars, ça pourrait représenter environ 60 000 $ chacun d'impôt à payer. Il y a aussi la sécurité de vieillesse, si vous avez 65 ans et plus, qui pourrait être coupée à ce moment-là pour l'année de la vente. Je ne veux pas rentrer trop en détail là-dessus, mais juste un petit hic, ce n'est pas vrai qu'à la fin, vous n'allez avoir aucune conséquence fiscale. Okay, donc, à ce moment-là, vous prenez l'exemption pour gain capital, puis l'individu que vous avez acheté, la dette est dans la corporation, donc il n'y a aucune conséquence fiscale pour personne. La structure est un petit peu plus complexe, mais bon, tout le monde sort gagnant avec ce scénario-là. On prend le même scénario, mais là, vous les vendez à vos enfants. Puis là, on est avant le projet de loi C-208. Si on fait le même scénario, donc votre enfant, là on parle au lieu d'individu, de votre enfant qui se crée une compagnie de gestion pour avoir la dette à l'intérieur de la compagnie de gestion pour vous acheter vos actions,
la loi actuelle avant C2, la loi avant C208 ne vous permettait pas d'utiliser votre exemption pour gain de capital à ce moment-là et le 2 millions devenait taxable dans vos mains. Donc, à ce moment-là, le seul moyen que vous pouviez utiliser votre exemption pour gain de capital, c'est si vous vendiez directement à votre enfant les actions et non à une compagnie de gestion. Ceci ne s'applique pas si vous avez des biens agricoles à votre nom personnel. Les biens agricoles à vos noms personnels peuvent quand même être vendus à une compagnie que votre enfant a créée. Donc, j'ai du terrain qui vaut 2 millions à mon nom personnel. Je peux quand même vendre ce terrain-là à mon enfant, à une corporation que mon enfant a créée et utiliser mon exemption pour gain en capital. Fait que oui, ce phénomène-là ou cette loi-là fiscale qui était là avant le projet de loi C208 désavantageait la vente d'actions à un enfant et avantageait la vente d'actions à un étranger. D'où vient la fameuse phrase « c'est plus facile de vendre à un étranger qu'à son propre enfant ». Donc, qu'est-ce qu'on faisait avant dans ce temps-là? Donc, on n'avait pas de projet de loi C208, on voulait quand même faire une transition à l'enfant. Si l'entreprise était incorporée et que tous les biens étaient à l'intérieur de cette corporation, la plupart des structures, la plupart du temps, on gelait les actions à ce moment-là. Donc, prenons un exemple qu'une ferme incorporée qui vaut 5 millions, qui appartient du terrain, bâtiment, quota, équipement, des dettes, tout ça était gelé. Ces actions-là étaient appartenues à ce moment-là aux parents. Et la valeur future en actions ordinaires, là, on peut émettre des actions votantes, non votantes, participantes, mais en gros, les actions ordinaires, la valeur future s'en allait aux enfants. Le rachat du 5 millions se faisait au fil du temps pour minimiser les conséquences fiscales. Donc, certains parents ou certaines familles disaient, ben, OK, ben, l'enfant, redonnez-moi 100 000 pour subvenir à mes coûts de vie. Ce 100 000 était racheté année après année après année. Le 100 000 était quand même taxable pour les parents à ce moment-là. Mais on misait quand même les conséquences fiscales parce que 100 000 de rachat par année n'est pas le même montant que recevoir 5 millions du jour au lendemain. La balance, quand, mettons, les parents décédaient, la balance qui restait du 5 millions, fait qu'admettons qu'il restait 4 millions au décès, était donnée aux enfants qui prenaient la ferme ou aux enfants à l'extérieur, mais était donnée à ce moment-là aux enfants. Puis c'est à ce don-là qu'on utilisait l'exemption pour gain capital des parents. Fait qu'on ne le perdait pas, mais on l'utilisait à ce moment-là. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne l'utilisait pas du vivant pour sortir de l'argent libre d'impôt de la corporation. Fait que oui, ça désavantageait, mais ça pouvait se faire. Également, un petit point important, un don agricole, si le bien est qualifié comme étant un bien agricole, peut être fait libre d'impôt aux enfants. Donc, si j'ai une valeur d'action, puis je décide dans une entreprise agricole, puis je décide de toutes les donner aux enfants, il n'y a aucune conséquence fiscale à ce moment-là. Mais je ne reçois pas rien, là, je ne reçois pas d'argent en retour, je fais un don. Fait que le don n'a pas de conséquences, n'entraîne pas de conséquences fiscales. D'où l'importance, si on veut utiliser l'exemption pour gain en capital avant le projet de loi C208, c'est important de garder des biens à l'extérieur d'une corporation. C'est ça qu'on fait souvent dans les planifications. Donc, si papa, maman détiennent une terre ou détiennent une ferme agricole non incorporée, puis qu'on incorpore, on essaie de garder du terrain à l'extérieur de la corporation pour qu'éventuellement, on puisse utiliser cette exemption pour gain en capital-là sur ce terrain-là. Ça, c'était avant le projet de loi C208. Donc, encore là, la même ferme qui vaut 2 millions, on garde du terrain à l'extérieur pour 3 millions. La ferme incorporée n'en vaut 2 millions. On gèle ces actions-là. Les parents détiennent les actions gelées. Et les actions futures, l'augmentation future de valeur s'en vont aux enfants qui vont continuer à exploiter la terre. Si on veut utiliser l'exemption pour gain capital avant le projet de loi C208, à ce moment-là, on prenait les terrains qui étaient aux parents, on les vendait aux enfants pour la valeur qu'on voulait, utiliser l'exemption pour gain capital. Les parents recevaient un billet en conséquence. Le billet était dû par la ferme. Fait que la ferme avait un billet envers les parents, puis les parents, après ça, se faisaient payer le billet au fil du temps selon les termes de leur paiement. Puis à ce moment-là, ça nous permettait de profiter de l'exemption pour gain capital. Donc, le projet de loi C208 n'a aucune conséquence ou ne vient pas changer ce qui était fait pour des biens agricoles qui étaient détenus au nom personnel. C'est vraiment pour les actions
d'une entreprise agricole. Donc aussi, ça fait que quand vous parlez aussi à votre expert, c'est juste important aussi de mentionner qu'en gardant du terrain à l'extérieur de l'entreprise, ça nous permet aussi de faciliter la succession de l'entreprise. Donc, admettons que vous avez des enfants qui ne veulent pas prendre la relève, mais veulent quand même que vous voulez quand même qu'il y ait un certain terrain ou veulent avoir peut-être une petite hobby farm ou faire quelque chose d'autre. Ces terrains-là qui sont gardés à l'extérieur peuvent être utilisés pour égaliser la succession. Donc, ça facilite la succession d'avoir du terrain à l'extérieur. Maintenant, le projet de loi C-208 est arrivé. Donc, on peut utiliser le même stratagème qui était utilisé pour les ventes à des non-liés, à des personnes ou les ventes à vos voisins. Donc, maintenant, si on a encore là une entreprise, regardons une entreprise de 5 millions de dollars, que tous les actifs sont à l'intérieur de la corporation, puis on veut faire un transfert à l'enfant. L'enfant peut maintenant créer une compagnie de gestion, emprunter un 2 millions de dollars, fait que la compagnie de gestion va avoir une dette envers FAC de 2 millions, acheter 2 millions de valeur des actions qui ont été gelées aux parents. À ce moment-là, la compagnie de gestion va repayer le 2 millions directement aux parents, ou la dette, si aussi, elle peut être aux parents, le 2 millions de dollars, si ce n'est pas avec FAC. Puis la balance des actions gelées demeure aux parents à 3 millions. Pourquoi qu'on ne vend pas tout à l'enfant en ce moment, en cas de décès de l'enfant, en cas de divorce, en cas de vente de la ferme. Donc, si l'enfant, dans 2 ans d'ici, décide de vendre de la ferme, on a quand même 3 millions de valeurs qui sont gelées, qui appartiennent aux parents. Donc, dans ce cas-là, avec le nouveau projet de loi C-208, ça nous permet d'utiliser l'exemption pour gain capital du vivant des parents. Ça nous permet également d'avoir la dette dans la corporation, donc de ne pas créer des conséquences fiscales à l'enfant qui achète la ferme. Fait que le projet de loi a venu justement aider à ce niveau-là. Attention, le Canada, c'est un grand pays, plusieurs provinces, il y a plusieurs lois qui sont différentes dans chacune des provinces. Là, je vais vous parler juste au niveau de l'Ontario parce que je connais plus les lois au niveau de l'Ontario. Au niveau de l'Ontario, les rabais de taxes municipales s'appliquent pour les agriculteurs. Donc, si j'ai une terre qui qualifie comme étant une terre agricole, je paye 25 des taxes municipales normales qu'un individu paierait. Si la terre ne qualifie pas, je paye le même taux résidentiel que n'importe qui d'autre. Mais le taux agricole est de 25 Dans une corporation, pour que les terrains qualifient pour le rabais de taxes municipales, il faut que les actions de la corporation, le contrôle des actions de la corporation soit détenu par un individu et non par une société de gestion ou une fiducie familiale. D'où l'importance que si jamais on fait le transfert à l'enfant avec les compagnies de gestion, il va falloir émettre des actions de contrôle qui n'ont aucune valeur, mais qui donnent le contrôle à l'enfant directement de la ferme pour être capable de qualifier pour le rabais de taxes municipales. Je vous invite de vous asseoir avec vos experts dans chacune de vos provinces pour discuter de ce sujet-là, parce que c'est souvent un sujet qui est manqué, parce que c'est pas une loi fiscale, les taxes municipales. Donc, des fois, c'est manqué dans nos discussions. Donc, assisez-vous avec votre expert pour faire certain que ce point-là n'est pas manqué, parce que c'est quand même une certaine somme assez importante. Là, c'est certain que le gouvernement a quand même mis certaines conditions, certaines restrictions pour pouvoir utiliser justement la loi 208 et l'exemption pour le grand capital. Donc, il faut que les actions de l'entreprise que vous vendez, il faut que ce soit des actions admissibles de petites entreprises. Je vous ai déjà fait part de c'était quoi les actions admissibles de petites entreprises. Il faut que la corporation qui est créée, donc la compagnie de gestion qui est créée, il faut qu'elle soit contrôlée par un ou plusieurs enfants et il faut que ces enfants-là soient majeurs, donc 18 ans et plus. Il faut que la corporation aussi qui est créée, la compagnie de gestion qui est créée pour acheter des actions, il faut que les actions soient détenues par la compagnie de gestion pour au moins une période de 60 mois. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez au premier exemple que je vous ai donné,
j'avais dit que la vente à un individu étranger, au voisin, on fusionnait les deux compagnies. Dans ce cas-ci, on ne pourra pas fusionner les deux compagnies. Pour une période de 60 mois, il va falloir que les deux compagnies existent séparément. Ça apporte un petit peu plus de coûts, un petit peu plus de frais comptables parce qu'on a deux rapports d'impôts à faire, on a deux états financiers à faire. Donc, un peu plus de frais comptables, un peu plus de frais légaux, mais on n'a pas le choix de suivre cette loi-là. On doit avoir également une évaluation indépendante, donc pas une évaluation sur un bout de napkin. Des fois, on a des évaluations des terres agricoles, mais les terres agricoles, ce n'est pas une évaluation de la corporation. Donc, il faut demander la valeur, il faut faire une évaluation indépendante des actions de votre entreprise. L'évaluation indépendante des actions de l'entreprise inclut notamment les dettes et inclut les passifs éventuels reliés à l'impôt en cas de vente. Donc, on doit avoir une évaluation indépendante à ce niveau-là. Il faut également avoir un affidavit signé attestant à disposition des actions. Puis, il faut que le capital imposable de la corporation soit inférieur à 15 millions. Entre 10 à 15 millions, on perd un peu d'exemption pour grand capital. Puis, à 15 millions, on ne peut pas l'utiliser au complet. C'est quoi le capital imposable? Ça va être une question que je vais avoir souvent. Le capital imposable, c'est votre valeur comptable de l'entreprise, pas la valeur marchande, la valeur comptable. En gros, approximativement, si vous regardez votre bilan ou vos états financiers, vous regardez à la page du bilan, si vous allez voir l'actif total que vous détenez, ça représente votre valeur, votre capital imposable approximatif. Ça va vous donner une bonne idée. Mais encore là, ce n'est pas la valeur marchande de votre entreprise, c'est la valeur comptable. Okay? Attention, au Québec. Le Québec a été un petit peu plus rapide que le fédéral au niveau de pas de ce projet de loi-là, mais au niveau du changement à la loi fiscale. J'ai ma date quelque part. Le 17 mars 2016, le Québec a modifié la loi justement pour permettre l'utilisation de l'exemption pour un capital sur la vente d'actions à une entreprise détenue par vos enfants. Cependant, il y a beaucoup plus de restrictions que ce qu'on connaît en ce moment avec la loi fédérale. Notamment, si je m'en vais un petit peu en arrière, quand on parle de la valeur gelée, il y a une restriction sur le pourcentage de la valeur gelée qui peut être appartenue par les parents. Il y a aussi, ça c'est au moment de la vente, il y a aussi une limite dans les prochains 10 ans de combien doit être cette valeur-là en pourcentage. Donc, le gouvernement du Québec nous force à faire des rachats de ces actions-là pour réduire la valeur des parents. Fait que s'il y a des limites à ce niveau-là, il y a aussi des restrictions par rapport à la gestion de l'entreprise pour faire certain que l'enfant est vraiment gestionnaire ou propriétaire de l'entreprise, puis c'est que lui qui prend maintenant les décisions de la ferme incorporée. On s'attend, encore là, on ne sait pas quand est-ce les dates, mais on s'attend qu'il va y avoir une harmonisation des lois fédérales et provinciales. Puis on s'attend que ça va arriver avec le prochain budget. Le projet de loi va être revu. Il a été dit que ça va être revu, puis qu'il y a possiblement certaines clauses qui vont être modifiées ou rajoutées. Justement parce qu'il y a certains avantages fiscaux ou certaines personnes qui pourraient prendre avantage de la loi fiscale en ce moment. Donc, comme disait Benjamin Franklin, il y a juste deux choses de vraies dans la vie, soit la mort puis l'impôt. Fait que l'impôt, ça va vous attendre un moment donné un jour ou un autre. Puis on s'attend que la loi soit un peu modifiée pour restreindre l'utilisation du projet de loi C-208. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questions que vous aviez ou à vos inquiétudes. Je vous invite de vous asseoir avec votre famille, puis de parler justement de la succession. Parlez de votre structure, expliquez à vos enfants c'est quoi la structure de votre entreprise. Expliquez c'est quoi aussi que les fonds générés par l'entreprise versus la valeur marchande de votre entreprise. Parce que les deux ne vont pas tout à fait de pair. Souvent, les fonds générés représentent pas du tout la valeur marchande de l'entreprise. Donc, ayez une communication avec vos enfants. Une fois que vous savez un peu c'est quoi l'entreprise, qui veut en prendre, à ce moment, qui veut la prendre, puis c'est quoi la valeur, puis c'est quoi les fonds générés, puis vos besoins financiers, parlez avec FAC, avec le représentant FAC et avec BDO. Puis nous, on va s'asseoir avec vous pour avoir un plan qui est clair, précis, tout en minimisant les impacts fiscaux. Fait que je vous remercie de vos écoutes. Je vous souhaite une belle journée, puis j'espère qu'on va se reparler dans un futur rapproché. Merci beaucoup. Alors, merci François.
C'était super intéressant, beaucoup d'informations en un court laps de temps. Alors là, on va passer peut-être à une période de questions, juste pour être sûr que les gens, les concepts ont bien été retenus ou juste pour approfondir peut-être quelques aspects de la présentation aujourd'hui. Alors, on a parlé, juste pour rappeler aux gens, c'est quoi, pourrais-tu nous donner un exemple de scénario qui pourrait bénéficier des gens qui pourraient bénéficier de la loi 200, C208? Le C208, oui. Je vais retourner un petit peu en arrière dans une des acétates. Donc, comme je vous parlais, ceux qui ont des biens agricoles à l'extérieur et qui veulent utiliser l'exemption sur ces biens-là agricoles à l'extérieur, le projet de loi C208 ne change rien. Vous allez encore pouvoir bénéficier de l'exemption pour un capital, puis ça se fait. C'est vraiment ceux que, malheureusement, tout a été mis dans la corporation. Fait que vous avez une ferme qui est incorporée, puis la ferme détient tout. Cette incorporation détient tout. C'est eux que le projet de loi vise principalement pour être capable de bénéficier de l'exemption pour gain capital du vivant sans apporter de conséquences fiscales à l'enfant qui doit emprunter l'argent. Donc, à ce moment-là, pour eux autres, on peut justement créer maintenant cette compagnie-là de gestion pour acheter une partie des actions des parents pour que les parents bénéficient de l'exemption pour gain capital, fait que du 1 million chacun, qui donne une économie d'impôt de 250 000, puis que l'enfant ne se retrouve pas avec une dette à son nom personnel. C'est eux directement que ça bénéficie. Donc, vraiment, les corporations, que tous les biens sont à l'intérieur de la corporation. Parfait. Mais définitivement, de s'entourer des bonnes personnes ressources, c'est pas la succession et la fiscalité qui s'englobe avec ça. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut dire qu'on va faire nous-mêmes. C'est vraiment de s'entourer des personnes ressources pour nous donner de l'accompagnement pendant ce processus-là. J'ai une autre question pour toi. Comme tu disais, juste rappeler peut-être, c'est quoi les changements et les enjeux qui nécessitent encore d'être précisés sur le projet de loi? D'où ce que je pense. Puis là encore, là, c'est juste une supposition parce qu'on ne le sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Mais quand je parlais des conditions, en ce moment, il ne parle pas beaucoup de la gestion de l'entreprise. Puis je m'attends à ce que ça va changer, c'est qu'ils vont peut-être mettre certaines clauses qui vont falloir démontrer que l'enfant gère vraiment l'entreprise maintenant. Qu'il n'a pas juste acheté les actions, puis que c'est encore les parents qui gèrent l'entreprise, puis les parents ont pu sortir un 2 millions libre d'impôt de la compagnie. Fait que je pense qu'on va vouloir vraiment démontrer, un petit peu comme ce qui est au Québec, que la gestion est vraiment transférée à l'enfant. Puis que l'enfant, peut-être, vont déterminer que l'enfant doit, on l'a vu un petit peu avec d'autres projets de loi, mais que l'enfant, avant le transfert, doit avoir été activement impliqué dans l'entreprise pendant X nombre d'années. Ça se peut, ça, qu'ils vont changer ça. Donc, je m'attends à ce genre de changement-là, mais encore là, il n'y a pas rien de précis, il n'y a pas rien de... c'est vraiment juste des suppositions en ce moment-là. OK, parfait. Alors, puis je pense que les différences entre les provinces, c'est vraiment aussi important de s'entourer des personnes qui connaissent les lois dans les provinces, ça c'est certain, parce que tu as touché sur le fait que justement le Québec, des fois, c'est peut-être un petit peu différent du reste du Canada sur certaines de leurs lois fiscales. Donc, juste rappeler aux gens, c'est peut-être quoi la différence majeure entre le Québec et le reste du Canada? Donc, encore là, le projet, pas le projet de loi C208, mais le Québec avait déjà stipulé sur cette loi-là en mars 2016, mais les restrictions étaient beaucoup plus importantes pour au Québec, dont notamment cette fameuse valeur-là qui était gelée, là, qui appartenait par les parents. Là, on parle ici, mettons, d'un 3 millions. Au Québec, il y avait des restrictions par rapport au pourcentage qui pouvait être détenu par les parents en termes de valeur, puis au moment de la vente, puis aussi dans les 10 prochaines années. Fait que ça, c'est la restriction principale. Puis souvent, le projet de loi, des fois, la loi n'était pas utilisée au Québec justement pour ce gel-là d'actions parce que ça nous forçait à racheter ces actions-là. Puis là, ça créait des conséquences fiscales, mettons, aux parents à ce moment-là. Donc, ça, c'était la différence principale. Il y avait aussi, par exemple, au niveau de la gestion, donc les enfants devaient être justement gestionnaires de l'entreprise. Ça, je m'attends que ça va probablement s'en venir au niveau fédéral. Je ne sais pas s'ils vont changer, par exemple, le rachat d'actions qui va peut-être devoir être obligatoire, mais en ce moment, au Québec, il y avait une obligation d'un certain rachat d'actions. OK.
Bon, ben ça, c'est excellent. Alors, peut-être l'harmonisation, quand on parle de l'harmonisation des lois, ben, peut-être qu'au niveau de la gestion, ça va être quelque chose du Québec qui va s'en venir pour les autres. Puis C'est ça. peut-être que le rachat d'actions va peut-être être un peu allégé, mais toujours est-il, il faut s'informer avec les bonnes personnes avant de Exact. faire les suppositions des changements qu'il y aura. Alors, ben, merci François d'avoir éclairé la possibilité que peut offrir le projet de loi C-208 aujourd'hui aux familles d'agriculteurs au Canada en période de transfert d'entreprise. On a appris beaucoup d'informations. Je retiens quelques petites choses. En gros, c'est vraiment recommandé d'établir un plan, comme tu as dit, un plan initial pour qu'il soit capable d'avoir une conversation peut-être plus approfondie avec toi ou quelqu'un comme toi. Quand on parle d'un plan initial, c'est vraiment d'avoir c'est qui les individus impliqués, c'est quoi les actifs qu'on parle, qui est propriétaire des actifs présentement, est-ce que c'est une compagnie, est-ce que c'est nous personnellement, et puis en plus, c'est qui la relève envisagée pour chaque. Est-ce qu'ils ont déjà une idée, une vision? Alors quand ils arrivent avec cette information-là avec toi, ça rend la conversation ou les gens comme toi, ça rend la conversation un peu plus facile si on a cette information-là de préparer. C'est aussi important de reconnaître que les lois fiscales sont en changement constant. Donc, ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça peut changer d'ici 1 an, 2 ans. Donc, encore une fois, c'est important de s'entourer des bonnes personnes dans le milieu pour avoir un accompagnement soutenu pendant le processus de transfert d'entreprise. Alors, merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous aujourd'hui. Ça a été un moment super agréable. J'espère que les gens ont apprécié. Alors, si l'événement vous a plu, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, le mardi 25 janvier, sur la perspective agroéconomique pour 2022. L'équipe d'économie de FAC va partager de l'information pertinente par secteur. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web qui est le www.fac.ca et aller sur l'onglet Savoir et vous allez voir nos événements. Vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis, si vous ne suivez pas FAC sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller vous inscrire. Donc, vous pouvez aller sur, encore une fois, notre site web, www.fac.ca, /médias sociaux. Alors, vous allez pouvoir voir nos événements, vous allez pouvoir suivre tout le contenu. On a des vidéos, puis vous allez avoir accès à de l'information que vous n'aurez pas accès nulle part ailleurs. Alors, encore une fois, merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui et j'espère que l'événement vous a plu. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir.